Bonjour et bienvenue dans cette leçon de langue sur quelques conventions dramaturgiques relatives au dialogue au théâtre. Eh bien, nous allons rappeler que si les autres genres littéraires comme le roman, la nouvelle, l'épopée sont destinés à être lus, la poésie à être dite, le théâtre est une forme littéraire qui est faite pour être déclamée. Et ce, pour la simple raison que le théâtre n'est pas fait pour la lecture, mais pour la représentation. Alors, l'objectif de la leçon, comme vous le voyez sur l'affiche, est l'étude des formes du dialogue au théâtre. Nous allons commencer d'ores et déjà par dire que le théâtre a été créé pour la représentation, comme je viens de le mentionner, et le texte dramatique, ça veut dire le texte théâtral, est normalement destiné à être mis en scène. Le texte dramatique présente par conséquent deux couches textuelles. Alors, vous avez d'un côté les didascalies qui représentent le discours du dramaturge, c'est-à-dire le discours de l'écrivain dramaturge, celui qui a mis en place le texte, la pièce. Et d'un autre côté, vous avez les répliques des personnages, et cela, c'est le discours des personnages. Les didascalies se répartissent en deux catégories. Alors, d'abord, le mot didascalie renvoie à toutes ces informations, à tous ces éléments relatifs à la pièce, qui sont le titre, la liste des personnages qu'on trouve en général au début du livre, et la dénomination des personnages, c'est-à-dire les noms qu'on va trouver chaque fois à chaque prise de parole d'un personnage, on va trouver le nom du personnage en question, la désignation des actes et des scènes. Vous allez trouver acte 1, scène première, scène 2, scène 3, scène 4, etc., etc. jusqu'à la fin. D'un autre côté, l'autre type de didascalie, ce sont les indications scéniques. Alors, les indications scéniques concernent ou s'adressent directement au metteur en scène, c'est-à-dire la personne qui va indiquer au personnage comment, où, quand, de quelle manière ils vont jouer leur rôle. En général, on les trouve en italique dans le texte, dans l'œuvre. C'est une partie de l'œuvre qui fournit les informations sur la mise en scène, par exemple le décor, le temps aussi, le costume des personnages, leur âge, le ton de leur voix, leur humeur, leurs gestes. Par exemple, il lève la main, il s'agenouille, etc. Leur déplacement sur la scène, il s'avance, il recule. Le type de réplique donnée par le personnage, par exemple en soi-même, seul ou à part, etc. Grand 2, les répliques au théâtre sont de différents types. Alors, vous avez ces différents types sont trois noms, on va mettre 4 ici. Ils ont 4 noms. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le monologue. Alors le monologue, on le retrouve aussi dans le roman, mais il est différent, parce que le monologue, au roman, il est en général intérieur. Alors qu'au théâtre, même s'il est supposé être intérieur, il est déclamé et il est dit à haute voix. Alors le monologue, c'est quoi? C'est une réplique où un personnage, d'abord pour revenir à la définition du mot réplique, la réplique c'est tout simplement la prise de parole d'un personnage, c'est-à-dire ce que dit un acteur sur scène. La réplique peut être longue, courte, etc. Et chaque fois, elle va prendre un nom différent. Alors, le monologue, c'est une réplique où un personnage s'exprime seul sur scène à haute voix, comme s'il parlait à lui-même. En fait, il parle au public, car le dialogue au théâtre est toujours un dialogue à trois. Vous savez, si vous avez un dialogue entre deux personnages, il faut prendre en compte que c'est le public qui est visé par ce dialogue-là
et non pas seulement le personnage. Le personnage, en fait, n'est qu'un prétexte. Le monologue donne de la profondeur au personnage, car ce dernier s'adresse à sa conscience en analysant ce qu'il a fait ou a l'intention d'accomplir. Donc le personnage, il dit dans son fort intérieur, mais à haute voix, n'est-ce pas, ce qu'il nous révèle, ses secrets intimes. Le monologue est donc souvent l'occasion pour un comédien de briller et de faire étalage de son talent. Mais parfois, ce dernier a pour fonction de faire rire le public du personnage qui étale ses travers, ses défauts et ses mésaventures. Nous allons prendre un exemple de monologue d'une pièce de Victor Hugo qui s'intitule Rublas, extraite de la scène 2 de l'acte 2. On va l'écouter. À ses dévotions. Dis donc à sa pensée. Où la fuir maintenant? Seul, ils m'ont tous laissé, pauvre esprit sans flambeau, dans un chemin obscur. Oh, cette main sanglante empreinte sur le mur. Il s'est donc blessé. Dieu! Mais aussi c'est sa faute. Pourquoi vouloir franchir la muraille si haut? Pour m'apporter les fleurs qu'on me refuse ici. Pour cela, pour si peu, s'aventurer ainsi. C'est aux pointes de fer qu'il s'est blessé sans doute. Un morceau de dentelle pendait. Une goutte de ce sang répandu pour moi vaut tous mes pleurs. Chaque fois qu'à ce banc je vais chercher les fleurs, je promets à mon Dieu dont la pluie me délaisse de n'y plus retourner. J'y retourne sans cesse. Dame, demeurez. On peut vous rendre encore ce fils. Alors, on va faire une petite rectification sur le corps du texte. Vous avez par exemple ici rêvant, n'est-ce pas? Vous avez aussi s'enfonçant dans sa rêverie. Là, ce sont des passages qu'on va mettre en vers. Pourquoi? Parce que, comme ici, seul, pour parce que ce sont des indications scéniques qui ne font pas partie de la parole du personnage. D'accord? Très bien. On va revenir ici. Voilà, on va passer maintenant à l'aparté. Alors, l'aparté, c'est très facile à reconnaître dans une pièce, qu'elle soit tragique ou comique, parce qu'il est toujours indiqué, enfin cette réplique est toujours indiquée par la didascalie à part. Remarquez, c'est toujours en italique, qui précède la réplique. Alors vous trouvez le nom du personnage et vous trouvez à part après. Le personnage donc s'exprime à haute voix, mais il est supposé ne pas être entendu par les autres personnages présents sur scène. Donc il faut qu'il y ait d'autres personnages, mais ils sont censés ne pas entendre ce qu'il dit. Seuls les spectateurs sont dans la confidence. Donc c'est le public qui est au secret. Donc en parlant à part, en fait, on l'a dit tout à l'heure, il parle au public. Là encore, son discours est adressé au public pour s'attirer sa complicité et sa sympathie. Le personnage essaye de mettre le public de son côté. Exemple, dans Le bourgeois gentilhomme, acte 3, scène 4, vous avez M. Jourdain qui dit « J'aime mieux être un civil qu'un portin. Dorante, je suis votre débiteur, comme vous le savez. » Madame Jourdain, à part, « Oui, nous ne le savons que trop. »
Voilà pour l'aparté. Alors, on va passer maintenant à la tirade. Pour la tirade, c'est un morceau de choix pour les comédiens puisqu'il s'agit d'une réplique plus longue que les autres. Le personnage s'adresse bel et bien à un autre personnage, mais sans qu'il soit interrompu. Donc, vous savez, le personnage peut développer, par exemple, un raisonnement. Il peut faire à son aise un portrait. Il peut commenter une situation. Donc, il est à son aise, personne ne lui coupe la parole. On va prendre l'exemple d'Andromaque de Racine, où le roi Pyrrhus parle à la reine, à la mère d'Astyanax. Bon, ici, on va voir, on va écouter. Et pour écouter, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Dame, demeurez, on peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui, je sens à regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de haine en ces lieux, mais madame, du moins, tournez vers moi les yeux. Voyez si mes regards sont d'un juge sévère, s'ils sont d'un ennemi qui cherche à vous déplaire. Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous trahir? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. À le sauver enfin, c'est moi qui vous convie. Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie? Faut-il qu'en sa faveur j'embrasse vos genoux? Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-vous. Je sais de quel serment je romps pour vous les chaînes. Combien je vais sur moi faire éclater de haine. Je renvoie Hermione et je mets sur son front, au lieu de ma couronne, un éternel affront. Je vous conduis au temple où son hymen s'apprête, je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner. Je vous le dis, il faut ou périr ou régner. Mon cœur désespéré d'un an d'ingratitude ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y, je vous laisse et je viendrai vous prendre, pour vous mener au temple où ce fils doit m'attendre. Et là vous me verrez, soumis ou furieux, vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. Voilà, très belle interprétation. Et comme vous le voyez, c'est une tirade, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez me dire la forme ou le contenu de cette tirade? Vous voyez ici que Pyrrhus essaie de convaincre la reine Andromaque de céder à ses avances et d'accepter son amour. Nous allons passer sans attendre à la stichométie maintenant. Alors, pour la stichométie, on va dire qu'au théâtre, une stichométie est la partie d'un dialogue où les personnages se répondent vers pour vers. Alors, il faut que la pièce soit en vers. Hein. Et en général, c'est une technique dramatique beaucoup plus comment dire, tragique par excellence. On la trouve beaucoup plus dans les tragédies que dans les comédies, même s'il y a des pièces comiques en vers. Donc c'est une partie d'un dialogue où les personnages se répondent vers pour vers ou hémistiche pour hémistiche. On a déjà vu cette notion d'hémistiche dans l'analyse du Dormeur du Val de Rimbaud. Et on a dit que l'hémistiche, c'est la moitié d'un vers. En général, quand on a scindé un vers en deux parties, par exemple un alexandrin, quand on le coupe avec une césure, eh bien, on obtient deux hémistiches, c'est-à-dire deux demi-vers de 6 syllabes chacun, par exemple. Ce qui a pour effet de marquer une accélération dans le dialogue et d'illustrer une situation de conflit. En général, les personnages ne sont jamais d'accord. Autrement dit, ce sont des échanges verbaux resserrés et vifs
qui dynamise le dialogue, il donne une certaine vivacité au dialogue, et en même temps, ils font monter la tension dramatique en confrontant deux personnages opposés. Opposés soit par leur façon d'être, soit par leur façon de penser ou d'agir. Ils peuvent être des amis, comme on va le voir dans l'extrait, l'exemple plus bas, dans une sorte de duel verbal où chaque personnage cherche à l'emporter sur l'autre, c'est-à-dire à avoir le dernier mot. Alors, je vous ai choisi un extrait que j'affectionne particulièrement. C'est un extrait de la scène d'exposition du Misanthrope de Molière. C'est une pièce comique qui a été écrite, comme vous le voyez, en 1666. Et on a justement ici les premiers mots des personnages. Vous avez deux personnages, Philinte et Alceste. Alors Philinte, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Alceste? Laissez-moi, je vous prie. Philinte, mais encore dites-moi, quelle bizarrerie, Alceste. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couré vous cacher. Philinte, mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Quand vous le remarquez donc, regardez, en général, la pièce elle est écrite tout en alexandrin, c'est-à-dire en vers de 12 syllabes. Là, vous avez, ou bien vous avez un hémistiche, comme ici, qu'est-ce donc qu'avez-vous, 6 syllabes. Là encore, c'est la même chose, laissez-moi, je vous prie, 6. Là, vous allez avoir plus, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie, 12 syllabes. Vous voyez, là vous avez l'exemple de deux hémistiches, et là vous avez l'exemple d'un vers entier. Mais les répliques ne doivent pas excéder le vers, c'est-à-dire on ne doit pas avoir plus d'un vers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Voilà, donc, conclusion, le monologue, la tirade et l'aparté ou la stichométie au théâtre sont des répliques qui ont pour ultime destinataire le public. C'est-à-dire que le destinataire final, ce n'est pas le personnage, mais le spectateur. Voilà, on aura fini. Je vais vous accompagner cette leçon d'un exercice où je vous demanderai d'identifier, en fonction de ce que vous venez de voir, d'identifier la nature des répliques dans les textes que je vous ai proposés. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.